Que se passe-t-il quand un évitant réalise qu'il a besoin de vous plus qu'il ne l'admettra jamais? Vous pourriez penser qu'il gérerait ça comme un adulte et en parlerait simplement, n'est-ce pas? Faux. Ce qui se passe en réalité implique des comportements qui semblent contredire tout ce qu'il dit. Son comportement devient cette étrange contradiction. Il est attiré vers vous pendant que ses défenses hurlent de reculer, créant des schémas qui semblent complètement irrationnels de l'extérieur. Et vous finissez encore plus perdu quant à ses sentiments. Est-ce réel? Ne l'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui se passe étape par étape à chaque phase, quand un évitant réalise qu'il a besoin de vous, depuis la résistance initiale jusqu'au changement de comportement que vous pouvez réellement observer. Faites attention ici si vous vous demandez ce qui se passe quand quelqu'un qui avait besoin de cette distance qui était toujours normale pour lui semble soudainement incertain à ce sujet. Quelque chose change en lui. Le changement commence bien avant que l'évitant n'admette consciemment quoi que ce soit. Son système capte l'absence en premier, l'enregistrant comme un inconfort qu'il ne peut pas vraiment nommer. Il continue ses routines habituelles, gère son travail, voit ses amis, fait toutes les activités indépendantes qu'il prétendait préférer. Mais quelque chose ne va pas d'une manière qu'il ne peut pas articuler. La satisfaction qu'il tire habituellement de la solitude ne produit plus le même effet. Il le remarque, mais l'écarte comme du stress, de la fatigue, peut-être juste une mauvaise semaine. Les évitants sont experts pour expliquer les signaux émotionnels, alors ils classent ce sentiment comme temporaire et continuent d'avancer comme si rien n'avait changé. Durant cette phase précoce, ses comportements envers vous restent majoritairement cohérents avec la distance qu'il a établie. Il ne cherche pas plus de contact, n'adoucit pas sa communication, ne montre pas de signes évidents de reconsidération. De votre perspective, rien ne semble différent. Il a l'air bien, pas dérangé, complètement installé dans la séparation qu'il a créée. Mais intérieurement, il commence à enregistrer de petits moments où des pensées de vous s'immiscent sans permission. Une chanson qui lui rappelle quelque chose que vous avez partagé. Une situation où il pense instinctivement à ce que vous diriez. Ces moments sont brefs et il les repousse rapidement, mais ils se produisent avec une fréquence croissante. L'évitant ne connecte pas encore ces intrusions aux besoins. Il remarque simplement qu'il pense à vous plus que ce qui lui semble confortable, et il essaie de penser moins à vous. Ce qui fait basculer vers l'étape suivante, c'est quand ces mécanismes habituels d'adaptation cessent de fonctionner aussi efficacement. Les évitants gèrent l'inconfort émotionnel en restant occupés, en se concentrant sur des objectifs, en s'immergeant dans des activités qui ne nécessitent pas de vulnérabilité. Ces stratégies ont toujours fonctionné pour apaiser tout sentiment inconfortable concernant la connexion ou son absence. Mais maintenant, la distraction ne fonctionne plus. Il termine un projet et ressent immédiatement cet inconfort sans nom à nouveau. Il passe du temps avec des amis et se sent étrangement déconnecté malgré la compagnie. Il poursuit ses passe-temps et ses intérêts, mais quelque chose semble creux. L'indépendance qui ressemblait à de la liberté commence à ressembler davantage à de l'isolement, même s'il n'est pas encore prêt à l'appeler ainsi. Il sait juste que quelque chose ne fonctionne pas correctement, et il ne comprend pas pourquoi ces méthodes normales pour se sentir bien ne produisent pas les résultats habituels. Cette confusion s'intensifie parce que les évitants ont construit tout leur sentiment de sécurité autour de l'autosuffisance. Quand cette autosuffisance cesse de fournir la stabilité émotionnelle qu'elle promettait, leur fondation tremble. Ils commencent à se demander s'il fait mal l'indépendance d'une manière ou d'une autre, s'il doit être encore plus occupé, si changer ses circonstances externes restaurera l'équilibre qu'il a perdu. Certains évitants répondent en faisant des changements de vie dramatiques durant cette phase, changeant de travail, déménageant dans de nouvelles villes, réorganisant complètement leurs cercles sociaux. Ces changements sont des tentatives de réparer ce qui semble cassé, sans reconnaître que ce qui semble cassé est l'absence d'une connexion spécifique. Ils traitent les symptômes plutôt que d'aborder le vrai problème, parce que reconnaître le vrai problème exigerait d'admettre qu'ils ont besoin de quelqu'un, ce qui contredit tout ce qu'ils croient sur eux-mêmes. C'est là que les changements de comportement commencent à devenir observables pour vous, même s'ils sont subtils au début. L'évitant pourrait vérifier vos réseaux sociaux plus fréquemment, sans interagir, mais juste en regardant pour voir ce que vous faites, avec qui vous êtes, si vous semblez bien sans lui. Il pourrait s'attarder sur vos messages d'une façon qu'il ne faisait pas avant, lisant et relisant sans répondre mais absorbant clairement l'information. Si vous vous croisez,
ou avez une raison d'interagir, il porte plus d'attention aux détails de votre vie qu'il ne le faisait, posant des questions de suivi qu'il aurait précédemment sautées. Ce ne sont pas des gestes dramatiques ou des tentatives claires de reconnecter. Ce sont des comportements de collecte d'informations motivés par une curiosité croissante quant à savoir si vous tournez la page, si la séparation vous affecte, si la porte est encore ouverte même s'il n'y passe pas encore. Le changement d'attention révèle quelque chose d'important sur ce qui se passe intérieurement. Les évitants opèrent à partir d'une croyance qu'ils sont moins affectés par la perte relationnelle que les autres, qu'ils récupèrent plus vite, qu'ils n'éprouvent pas la même profondeur d'attachement. Cette croyance protège leur image d'eux-mêmes comme indépendants et autonomes. Mais quand ils se retrouvent à surveiller constamment votre vie, ils sont confrontés à des preuves qui contredisent cette croyance. Ils peuvent se dire qu'ils sont juste curieux de façon neutre, mais la fréquence et la concentration de leur attention racontent une histoire différente. Plus ils vérifient, plus ils se prouvent à eux-mêmes que vous comptez encore de manière qu'ils ne sont pas à l'aise de reconnaître. Cela crée une pression interne qui continue de s'accumuler à mesure que le comportement se poursuit. L'expérience interne durant cette phase implique beaucoup de rationalisation. Les évitants se disent qu'ils vérifient juste comme un ami le ferait, ou qu'ils sont curieux de manière neutre, ou qu'ils s'assurent que vous allez bien après la fin de la relation. Ils présentent leur attention accrue comme de la préoccupation ou de la décence humaine basique plutôt que du besoin. Cela leur permet d'adopter des comportements d'approche sans confronter ce qui les pousse vraiment. Ils peuvent surveiller votre vie, penser constamment à vous et même ressentir une envie de vous contacter, tout en maintenant l'histoire qu'ils vont parfaitement bien avec la séparation et qu'ils sont juste prévenants. La contradiction entre leurs actions et leurs récits internes ne s'enregistre pas encore comme problématique parce qu'ils sont habiles à compartimenter ces choses. Au fil des jours ou des semaines, l'inconfort s'intensifie en quelque chose de plus difficile à ignorer. L'évitant commence à ressentir une véritable anxiété face à la possibilité que vous puissiez tourner la page. Il vous voit rire sur une photo avec des amis et se demande si vous l'avez déjà oublié. Il remarque que vous n'initiez plus de contact et se sent dérangé par le silence, même si le silence est ce qu'il prétendait vouloir. Il vous imagine sortir avec quelqu'un de nouveau, et cette pensée crée une réaction physique qu'il ne peut pas écarter aussi facilement que l'inconfort vague précédent. Cette anxiété est profondément menaçante pour son sens de lui-même parce qu'elle contredit tout ce qu'il croit sur le fait de ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Il a construit toute son identité autour du fait d'aller bien seul, et maintenant, son système émotionnel envoie des signaux clairs qui contredisent cette identité. La dissonance cognitive que cela crée est massive. Les sensations physiques qui accompagnent cette anxiété surprennent souvent les évitants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre la détresse émotionnelle dans leur corps. Ils pourraient remarquer que leur poitrine se serre quand ils pensent à vous avec quelqu'un d'autre. Leur estomac pourrait se nouer quand ils réalisent que vous n'avez rien publié qu'ils peuvent vérifier depuis des jours. Ils pourraient avoir du mal à dormir parce que leur esprit revient sans cesse à savoir s'ils ont fait une erreur. Ces réponses somatiques sont leur système d'attachement qui s'active de manière qu'il ne se permet habituellement pas. Et l'intensité peut être véritablement effrayante pour quelqu'un qui a passé sa vie à éviter exactement ces sentiments. Le corps leur dit que quelque chose compte alors que leur esprit essaie encore de minimiser. Ce qui se passe ensuite, c'est là que la vraie contradiction apparaît de manière que vous pouvez clairement observer. L'évitant commence à faire des choses qui n'ont aucun sens logique compte tenu de sa position déclarée. Il pourrait vous contacter avec une excuse neutre, un article transféré ou une question aléatoire qui ne nécessite pas vraiment votre réponse. Il initie le contact mais de manière qui maintienne un déni plausible quant à pourquoi il le fait. Ou il crée des situations où il pourrait tomber sur vous, apparaissant dans des endroits qu'il sait que vous fréquentez tout en prétendant que c'est une coïncidence. Il augmente sa visibilité sur les réseaux sociaux, publiant plus que d'habitude, essayant apparemment de vous rappeler qu'il existe et qu'il va bien, ce qui est en soi une preuve qu'il ne va pas bien. Ces comportements sont des tentatives de tester si vous êtes encore accessible sans avoir à admettre qu'il veut cet accès. Il vérifie si la connexion existe encore tout en maintenant l'apparence qu'il n'a pas besoin qu'elle existe. La nature stratégique de ces contacts révèle le calcul interne en cours. Chaque message qu'il envoie a été rédigé et retravaillé mentalement avant qu'il ne l'envoie réellement.
Chaque rencontre fortuite qu'il organise a été planifiée même s'il prétend que c'est spontané. Il essaie de créer une connexion tout en maintenant un contrôle complet sur le niveau de vulnérabilité impliqué. Ce contrôle semble nécessaire parce que l'alternative, être direct sur le fait de vous vouloir de retour, l'expose à un rejet potentiel qu'il ne peut pas gérer. L'approche indirecte lui permet de jauger votre réceptivité tout en se protégeant de l'impact complet d'un possible rejet. Si vous répondez chaleureusement, il peut intensifier lentement. Si vous répondez froidement ou pas du tout, il peut se retirer en se disant qu'il n'essayait pas vraiment de toute façon. Durant les interactions qui se produisent, son style de communication change de manière révélatrice. Il pourrait être plus chaleureux qu'il ne l'était durant la relation, plus engagé, posant plus de questions sur votre vie et écoutant vraiment les réponses. Ou il bascule dans la direction opposée, étant plus froid et distant que nécessaire, comme s'il surcompensait pour la chaleur qu'il ressent réellement. Les deux réponses indiquent la même réalité sous-jacente, qu'il est émotionnellement activé par votre présence de manière qu'il ne l'était pas avant. L'indifférence qu'il montrait en s'éloignant a été remplacée par un soin évident ou un effort évident pour cacher le soin. De toute façon, le détachement neutre a disparu et ce changement est visible si vous faites attention au schéma plutôt qu'au moment individuel. La chaleur, quand elle apparaît, vous prend souvent au dépourvu parce qu'elle contraste si fortement avec comment il était avant de partir. Il se souvient de petits détails que vous avez mentionnés il y a des mois. Il pose des questions de suivi sur des choses dans votre vie qui semblaient l'indifférer auparavant. Il rit à vos blagues avec un vrai amusement plutôt que la reconnaissance polie qu'il offrait avant. Cette chaleur fait du bien sur le moment, mais elle crée aussi de la confusion, parce que vous vous demandez où était cette version de lui quand vous étiez vraiment ensemble. La réponse est que cette chaleur émerge spécifiquement à cause de la distance et de la peur de la perte. Ses défenses se relâchent légèrement quand il n'est pas dans la relation, permettant à un sentiment plus authentique de faire surface. Mais si vous deviez vous remettre ensemble, ces défenses se réactiveraient probablement sous la pression de l'intimité soutenue. La dynamique de va-et-vient s'intensifie à mesure que son besoin devient plus difficile à nier intérieurement. Il se rapproche de vous par un contact ou une attention accrue, puis panique face à sa propre approche et se retire brusquement. Vous pourriez avoir une conversation chaleureuse où il semble sincèrement intéressé à reconnecter, suivi de jours de silence où il disparaît complètement. Il se montre émotionnellement disponible un moment et complètement fermé le suivant. Ce n'est pas un jeu ou de la manipulation, même si ça peut sembler ainsi de votre position. C'est la manifestation comportementale de sa guerre interne, entre le système nerveux qui reconnaît le besoin et le système de défense qui essaie de se protéger contre ce besoin. Chaque approche déclenche sa peur de la vulnérabilité et de la dépendance, causant un retrait. Chaque retrait déclenche sa peur de la perte permanente, causant une autre approche. Il est véritablement pris entre deux forces également puissantes, et son comportement reflète ce conflit authentique. Ce qui complique cette étape, c'est que les évitants augmentent souvent leur tentative de satisfaire leurs besoins de manière indirecte plutôt que directe. Au lieu de dire qu'ils vous manquent ou qu'ils veulent reconnecter, ils pourraient offrir de l'aide pour quelque chose de pratique que vous avez mentionné avoir besoin. Au lieu d'admettre qu'ils pensent à vous, ils vous envoient des choses qui leur ont fait penser à vous sans le dire explicitement. Au lieu d'exprimer directement leur affection, ils montrent de la préoccupation à travers des questions sur si vous mangez bien ou dormez assez. Ces expressions indirectes d'affection servent deux buts. Elles permettent à l'évitant de maintenir la connexion sans la vulnérabilité d'une admission émotionnelle directe, et elles lui permettent de tester votre réceptivité sans risquer un rejet clair. Si vous répondez chaleureusement à l'affection indirecte, il obtient la confirmation que vous êtes encore ouverte à lui. Si vous ne répondez pas ou répondez froidement, il peut se retirer sans s'être mis dans la position exposée d'avoir demandé quelque chose directement. La réalisation qu'il a besoin de vous n'arrive généralement pas comme un moment unique et clair de reconnaissance. Elle se construit graduellement à travers des expériences accumulées où l'absence devient indéniable. Il passe une mauvaise journée et veut instinctivement vous en parler avant de se rappeler qu'il ne peut plus. Il a de bonnes nouvelles et réalise que vous êtes la personne avec qui il veut les partager en premier. Il lutte avec quelque chose et se surprend à souhaiter pouvoir demander votre perspective. Ces moments s'accumulent jusqu'à ce que le schéma devienne trop cohérent pour être écarté. L'évitant commence à reconnaître que vous occupiez un rôle spécifique dans son monde émotionnel que rien d'autre ne comble.
Ces autres relations ne fournissent pas le même sentiment d'être compris. Ces activités solitaires ne fournissent pas le même sentiment de contentement. La vie qu'il pensait vouloir semble moins satisfaisante que la vie qu'il avait avec vous, et cette reconnaissance est dévastatrice pour son concept de lui-même. Quand cette réalisation atterrit complètement, beaucoup d'évitants vivent ce qui ressemble à une crise. Tout ce qu'ils se sont dit sur le fait d'être mieux seuls, sur le fait que la connexion crée plus de problèmes qu'elle n'en vaut, sur le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un en particulier, est remis en question par leur propre expérience émotionnelle. Ils ne peuvent plus nier qu'ils ne vont pas bien, que la séparation ne fournit pas le soulagement qu'ils attendaient, que quelque chose d'important manque. Cette crise ne mène pas immédiatement à vous contacter ou tenter de reconnecter. Pour certains évitants, elle mène d'abord à un évitement accru, comme si fuir plus fort les sentiments les ferait disparaître. Ils pourraient se plonger plus profondément dans le travail, commencer à sortir avec d'autres personnes comme distraction, ou se relocaliser physiquement pour créer encore plus de distance. Ces comportements d'évitement intensifiés sont paradoxalement un signe qu'ils font face à des sentiments qu'ils ne peuvent pas gérer, pas qu'ils ne s'en soucient pas. D'autres évitants répondent à cette réalisation en devenant presque obsédés par vous. Ils vérifient vos réseaux sociaux constamment, demandent à des amis communs de vos nouvelles, passent en voiture devant des endroits associés à vous, créent des raisons d'être en contact. Ce n'est pas un comportement de reconnexion sain, mais plutôt une tentative de gérer leur anxiété face aux besoins dont ils sont maintenant conscients. Ils essaient de rester proches sans se rapprocher, de maintenir la connexion sans vulnérabilité, d'avoir accès sans engagement. De votre perspective, cela peut sembler intrusif et déroutant, parce que leurs actions ne correspondent à aucune intention cohérente. Ils n'essaient pas clairement de se réconcilier, mais ils ne vous laissent pas non plus tranquille. Ils sont coincés dans cet espace intermédiaire où ils ont admis le besoin à eux-mêmes, mais n'ont pas encore découvert quoi en faire. Les émotions qui font surface durant cette phase sont souvent écrasantes pour l'évitant. Il vit de l'anxiété d'attachement pour potentiellement la première fois, ou au moins plus intensément qu'il ne s'est permis de ressentir auparavant. La possibilité de perte permanente, de vous voir avancer avec quelqu'un d'autre, de ne plus jamais avoir accès à vous, crée une véritable panique. Mais à côté de cette panique se trouve la honte d'avoir autant besoin de quelqu'un, la peur du rejet s'il vous contacte, la terreur de la vulnérabilité s'il admet ce qu'il ressent et la colère contre lui-même d'être dans cette situation. Ces émotions concurrentes créent un chaos comportemental. Il pourrait rédiger des messages pour vous qu'il n'envoie jamais. Il pourrait apparaître près de vous, mais ne pas approcher. Il pourrait dire à des amis qu'il pense à vous contacter, mais ensuite se convaincre de ne pas le faire à répétition. Le désir de reconnecter bataille constamment avec la peur de ce que la reconnexion exigerait de lui émotionnellement. Ce qui est souvent manqué dans cette étape, c'est que le besoin de l'évitant ne se traduit pas automatiquement en préparation pour une relation saine. Reconnaître qu'il a besoin de vous et être capable de se présenter différemment sont des choses séparées. Il pourrait sincèrement réaliser qu'il a fait une erreur en vous éloignant. Mais cela ne signifie pas qu'il a développé la capacité pour la vulnérabilité et la cohérence qu'une relation fonctionnelle requiert. Les mêmes schémas défensifs qui l'ont poussé à partir sont encore actifs dans son système. Les mêmes peurs d'être piégé ou de se perdre dans la connexion sont encore présentes. Avoir besoin de vous n'efface pas l'évitement, ça crée juste un conflit avec lui. C'est pourquoi, même quand les évitants vous contactent durant cette phase, la reconnexion réplique souvent les mêmes dynamiques qui n'ont pas fonctionné la première fois, à moins qu'ils n'aient activement travaillé à changer leur schéma. Pour certains évitants, cette réalisation mène à une période d'autoréflexion sincère où ils commencent à questionner leur schéma relationnel pour la première fois. Ils pourraient commencer à lire sur l'attachement, parler à un thérapeute, avoir des conversations honnêtes avec des amis de confiance sur pourquoi leur relation continue d'échouer. Cet auto-examen ne se produit pas pour tous les évitants, et il ne se produit pas rapidement quand il le fait. Mais l'inconfort de reconnaître leurs besoins peut être le catalyseur pour la croissance s'ils sont prêts à rester avec lui, plutôt que simplement essayer d'éliminer l'inconfort. Les évitants qui utilisent cette réalisation comme point de départ pour un vrai changement sont ceux qui pourraient éventuellement être capables de reconnecter de manière plus saine. Mais ce processus prend du temps, un travail interne significatif, et habituellement une forme de soutien externe à travers la thérapie ou d'autres ressources. La chronologie pour tout cela
varie dramatiquement selon les facteurs individuels. Certains évitants passent à travers ces étapes en quelques semaines, reconnaissant leurs besoins relativement rapidement après avoir créé la distance. D'autres prennent des mois ou même des années, nécessitant des changements de vie significatifs ou des pertes avant de confronter leur schéma d'attachement. Certains n'atteignent jamais complètement le point de réalisation consciente, maintenant plutôt leur récit défensif indéfiniment, tout en se sentant chroniquement insatisfaits, mais ne connectant jamais cette insatisfaction à leur choix relationnel. Il n'y a pas de durée standard que vous pouvez attendre, et attendre qu'un évitant réalise qu'il a besoin de vous n'est pas une stratégie qui sert votre bien-être, qu'il y arrive éventuellement ou non. Ce qui compte plus que si l'évitant réalise son besoin, c'est comment vous vous positionnez durant et après son processus. Si vous êtes dans le schéma d'être disponible chaque fois qu'il décide d'approcher, puis de disparaître quand il se retire, vous renforcez la dynamique où il gère son anxiété à travers le contrôle de la distance sans avoir à changer quoi que ce soit de fondamental. Si vous attendez avec espoir qu'il le découvre et revienne, vous mettez votre vie en pause pour un processus qui pourrait ne jamais se compléter ou pourrait se compléter, mais ne pas résulter en lui étant capable de ce dont vous avez besoin. La position la plus saine est de reconnaître que son processus interne est le sien à naviguer, et votre focus doit être sur ce dont vous avez besoin. Et si cette relation, même s'il revient, répondrait réellement à ses besoins, compte tenu de ses schémas. Quand les évitants vous contactent après avoir réalisé leurs besoins, l'approche manque souvent de la clarté et de la franchise qui rendraient la réponse simple. Ils apparaissent rarement en disant clairement qu'ils ont fait une erreur, qu'ils vous manquent, qu'ils veulent réessayer et qu'ils sont prêts à faire les choses différemment. Au lieu de cela, vous obtenez des miettes, des messages vagues sur « pensez à vous », des invitations à passer du temps comme amis, des commentaires sur vos publications sur les réseaux sociaux, des offres d'aide pour quelque chose. Ces approches par miettes leur permettent de tester votre réceptivité et de maintenir un déni plausible si vous les rejetez. Ils peuvent prétendre qu'ils étaient juste amicaux, juste en train de prendre des nouvelles, juste en train d'essayer de maintenir une connexion civile, plutôt que d'admettre qu'ils espèrent une autre chance. Cela les protège de la vulnérabilité complète, de déclarer clairement leur intention et de risquer un rejet clair. Le problème avec les approches par miettes, c'est qu'elles mettent le fardeau sur vous de comprendre ce qu'ils veulent et si vous devriez répondre. Vous vous retrouvez à analyser chaque petit geste, vous demandant si ça signifie quelque chose ou si vous lisez trop dans un comportement amical normal. Vous avez la tâche de décider s'il faut encourager plus de contacts ou maintenir des limites, sans savoir quelles sont leurs intentions réelles ou ce qu'ils sont capables d'offrir. Cette ambiguïté est épuisante et vous maintient coincé dans la même incertitude qui caractérisait la relation initialement. La reconnexion saine nécessite clarté, franchise et volonté d'être vulnérable sur les intentions et les sentiments. Si l'approche de l'évitant n'inclut pas ces éléments, c'est un signe qu'il n'est pas vraiment prêt pour une dynamique différente, même s'il a réalisé son besoin. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'évitant durant ce processus peut vous aider à répondre avec plus de clarté. Ces comportements contradictoires ne sont pas aléatoires ou conçus pour vous blesser, ils sont la preuve externe du conflit interne entre les besoins d'attachement et les peurs défensives. Son schéma de va-et-vient reflète une ambivalence authentique, pas de la manipulation. Ces approches indirectes viennent d'une vraie terreur de la vulnérabilité, pas d'un manque d'affection. Voir son comportement à travers ce prisme peut réduire la douleur personnelle de son incohérence. Mais comprendre son processus interne ne vous oblige pas à l'accommoder ou à attendre qu'il le résolve. La compassion pour sa lutte peut coexister avec des limites fermes sur ce que vous êtes prêt à accepter en termes de comment quelqu'un vous traite. La question qui compte le plus n'est pas si l'évitant réalise qu'il a besoin de vous, mais si vous voulez être en relation avec quelqu'un dont le besoin de vous existe, aux côtés d'une peur profonde de ce besoin. Même quand les évitants reconnaissent pleinement leur attachement, le travail de vraiment changer leur schéma assez pour se présenter de manière cohérente et vulnérable est massif et nécessite un effort soutenu auquel la plupart ne s'engagent pas. Vous n'êtes pas obligé d'être patiente pendant qu'ils découvrent s'ils sont prêts à faire ce travail. On ne vous demande pas de leur donner des chances de pratiquer être différent tout en risquant votre propre stabilité émotionnelle. Votre travail n'est pas d'attendre qu'ils deviennent assez sains pour vous aimer correctement. Votre travail est de prendre des décisions basées sur ce qui se passe réellement, pas sur ce qui pourrait se passer s'ils grandissent assez.
Si vous êtes actuellement aux prises avec un évitant qui montre des signes de réaliser son besoin à travers ses comportements contradictoires, votre focus doit rester sur vos propres limites et besoins plutôt que sur la gestion de son processus. Vous ne pouvez pas contrôler sa chronologie pour la conscience de soi ou la préparation au changement. Vous ne pouvez pas le faire le travail d'aborder son évitement. Vous ne pouvez pas l'aimer assez pour réparer ses schémas d'attachement. Ce que vous pouvez contrôler, c'est si vous restez disponible pour quelqu'un qui ne se présente pas avec la cohérence et la clarté dont vous avez besoin. Vous pouvez décider si vous êtes prête à vous engager avec des approches par miettes ou si vous avez besoin de quelqu'un qui peut déclarer ses intentions directement. Vous pouvez choisir d'investir plus de temps dans cette dynamique ou d'avancer complètement avec votre propre vie. La réalité est que beaucoup d'évitants ne progressent jamais au-delà de réaliser leurs besoins, à vraiment faire le travail qui rendrait une relation saine possible. L'inconfort de la réalisation les motive souvent à trouver quelqu'un de nouveau qui les fait temporairement se sentir mieux plutôt que d'aborder les schémas sous-jacents. Où ils vous contactent, reconnectent brièvement, se sentent assez en sécurité pour que leur évitement se réactive. Et le cycle se répète. Comprendre ce qui se passe en eux est précieux pour donner un sens au comportement déroutant, mais ce n'est pas une raison de rester engagé avec quelqu'un qui ne répond pas à vos besoins de manière cohérente. Les étapes qu'ils traversent intérieurement importent moins que si leur comportement externe s'aligne avec ce dont vous avez besoin chez un partenaire. Si vous avez vécu ces comportements contradictoires d'un évitant, laissez un commentaire partageant à quoi cela ressemblait pour vous et comment vous l'avez géré. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela vous a aidé à comprendre le schéma plus clairement. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur la navigation des dynamiques relationnelles. Rappelez-vous que comprendre le processus interne de quelqu'un ne signifie pas accepter un traitement qui ne fonctionne pas pour vous. Vous méritez quelqu'un qui peut se présenter clairement et de manière cohérente, peu importe ce qu'il traverse intérieurement. Merci d'avoir regardé.